Bien, bonjour à toutes et à tous. Immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre de la fête du sport, où nous nous retrouvons ici au Musée de l'Homme, qui nous convie pour parler des sportifs de haut niveau, qui sont ici parmi nous avec cette table ronde, le sportif de haut niveau entre performance et santé. Je vous rappelle qu'il y a une exposition. Cette exposition s'intitule « Aux frontières de l'humain », organisée depuis le 13 octobre. Elle sera ici en résidence jusqu'au 30 mai 2022. Pour cette première table ronde, merci infiniment à nos participants d'avoir répondu à l'invitation du Musée de l'Homme. Je salue Laurence Blondel, responsable de l'accompagnement au projet formation et professionnel des sportifs de haut niveau à l'INSEP. Merci, voilà, on va pouvoir effectivement l'applaudir. Merci également à Inès Guermou, nageuse artistique 10 fois championne de France en natation artistique, participation au championnat du monde et au championnat d'Europe. On a également le plaisir de retrouver Véronique Rousseau, diététicienne nutritionniste à l'INSEP. Et puis on ne veut pas le dire, mais on va le dire quand même, champion du monde universitaire et champion du monde par équipe, c'était en judo. Je ne dis pas de bêtises, Véronique. Championne d'Europe par équipe. Championne d'Europe, d'accord, très bien. Voilà. Il y a très longtemps. Bon, très bien, on va parler de votre activité à l'INSEP. On salue également la présence de notre autre invitée, Sophie Davier, experte en préparation mentale. Elle est militaire de profession et elle occupe un poste dans justement la cellule des blessés de guerre. Merci infiniment, Sophie, d'être avec nous. Elle est experte en préparation mondiale et elle aussi, elle est championne de France militaire sur 10 km. Je salue également une autre sportive de haut niveau, elle est taekwondiste. Elle s'appelle Gladys Epang, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008, 2 fois championne du monde en 2009 et 2011, 3 fois championne d'Europe en 2002, 2004 et 2005 et 15 fois championne de France. Gladys, vous me faites bosser avec votre palmarès. Voilà. Allez, on va dans quelques instants vous donner la parole. Avant cela, l'intitulé de notre table ronde est la suivante. Le sportif de haut niveau, entre performance et santé. On va balayer beaucoup de sujets avec vous. Je plante le décor avec quelques chiffres et quelques informations, quelques notions qui seront utiles effectivement pour la suite de nos échanges. En 2022, la France compte près de 21 578 sportifs de haut niveau inscrits sur les listes du ministère des Sports. Sont considérés comme sportifs de haut niveau les athlètes inscrits dans une discipline représentative au plan international, à l'instar par exemple d'une compétition que vous connaissez toutes et tous, les Jeux Olympiques et Paralympiques, ou toute autre discipline pouvant, je cite, porter l'image de la France à condition qu'elle ait un caractère universel, c'est-à-dire qu'un nombre de nations participent aux compétitions mondiales de référence, c'est le ministère des Sports qui le dit sur son site internet. La France compte 115 fédérations sportives agréées, dont 36 olympiques. Parlons un petit peu peut-être de sujets qui fâchent un peu plus. Selon le CIO et des études scientifiques menées, les troubles de santé mentale affectent jusqu'à 35% des sportifs de haut niveau. Épuisement, anxiété, dépression ou encore troubles de l'alimentation sont autant de symptômes que certains sportifs vont connaître durant leur carrière ou après justement leur carrière, c'est-à-dire pendant leur retraite. Les sportifs de haut niveau, c'est probablement la première catégorie de professionnels, de socio-professionnels qui sont concernés par la retraite, et ce dès le plus jeune âge, avec des carrières qui, pour beaucoup, ne dépassent pas les 30 à 35 ans. On parlera dans cette première table ronde de performance au détriment de la santé physique et mentale des sportifs. On parlera également de sport, d'alimentation et de nutrition. Et enfin, on parlera bien sûr également de gestion de carrière, de retraite et de tout ce qui s'ensuit, bien sûr, pour ces sportifs que nous avons ici conviés pour cette première table ronde. Ma première question va être sur le terrain, bien sûr, de la rencontre avec la discipline que vous avez fait briller avec vous, chers sportives. Parlons de ce début de vos performances. Comment êtes-vous devenu sportif de haut niveau ? À partir de quel moment de votre vie, justement, vous avez accepté de relever le défi, le challenge de la performance ? Je commence avec Gladys, peut-être, pour le taekwondo, puisque vous, c'est complètement le fruit du hasard. C'est-à-dire que vous suivez à un moment une amie qui s'est inscrite au taekwondo parce que son père lui oblige. Puis là, du coup, c'est la révélation, vous découvrez la discipline et on vous dit, Gladys, vous allez rester sur le taekwondo. Dis-nous en plus, Gladys. C'est tout à fait bien résumé. Moi, je suis entrée par hasard dans une salle de taekwondo. J'ai essayé la discipline et je l'ai adoptée. Le taekwondo, c'est le seul sport de combat que j'ai essayé et j'ai tout de suite aimé. Pourquoi ? Parce qu'il y avait ce côté de jeu stratégique, de toucher sans se faire toucher. Et puis, pour être honnête aussi avec vous, j'ai une mère qui était très sévère avec nous quand on était jeunes. Et du coup, à l'école, il fallait être discipliné. Et au taekwondo, j'avais droit de crier, sauter, frapper sur les amis. Donc c'est vraiment ce qui m'a donné envie de poursuivre. Dans un premier temps, j'avais le droit de m'exprimer pleinement dans cette discipline. Et puis après, je me suis prise au jeu, on va dire. Quel âge aviez-vous justement à cette époque-là, quand vous avez découvert la discipline ? Quand j'ai découvert la discipline, j'avais 11 ans. J'avais 11 ans et puis
tout de suite, vraiment, je me suis prise d'affection pour la discipline. J'ai aimé progresser, j'ai aimé passer les ceintures, parce que chez nous, voilà, il y a ce processus de ceinture aussi qui est très ludique quand on est enfant. C'est quelque chose qui montre, avec un objet qui change de couleur, qu'on évolue, qu'on progresse, qu'on devient meilleur. Et puis voilà, il y a eu les compétitions qui sont arrivées. Et à cet âge-là, vous ignorez bien sûr que vous allez devenir après l'athlète que vous êtes devenu, c'est-à-dire championne olympique, entre autres médailles de bronze aux Jeux de Pékin. À quel moment vous avez décidé d'accepter de relever ce challenge de la performance? À quel moment vous avez dit, bon, ça y est, là, on me dit que je suis bonne, mais là, effectivement, je suis capable de plus. Comment ça se passe dès le plus jeune âge? Alors, pour être honnête, j'ai commencé à accepter le challenge de devenir sportif de haut niveau avec tout ce que ça impliquait après les Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. J'avais 20 ans. Parce que avant ça, je me laissais porter un peu par le talent, en réalité. C'était juste le talent qui parlait, je m'exprimais. J'avais envie de gagner, je l'exprimais sur les aires de combat. J'étais doué, j'étais... C'était relativement tardif alors. 20 ans. 20 ans, c'est relativement tardif pour une athlète qui brille déjà dans sa discipline. À 20 ans, j'ai pris conscience que je voulais vraiment être performante, que je voulais être championne du monde, que je voulais être championne olympique. Et à partir de ce moment-là, j'ai tout mis en œuvre pour y arriver. Parce que vous, avant cela, en fait, vous me disiez justement par téléphone que c'était une famille que vous étiez en train de reconstruire avec ces athlètes que vous fréquentiez à l'INSEP, et vous vous dites, bon, bah, s'ils sont très sympas, en plus d'être des athlètes, c'est des amis, c'est une famille, c'est ça? Exactement. Ouais, avant, quand je suis entré à l'INSEP, j'avais 18 ans. D'accord. Et en fait, je me laissais porter par le groupe, par ce mini-village qu'est l'INSEP. Il faut savoir qu'on est à peu près, je crois, si je dis pas de bêtises, 400 sportifs internes. 750. Internes? Un peu plus. 750. Non, interne, oui, 450, autrement 750. Voilà, donc on est 450, donc on se voit tous les jours, depuis le petit déjeuner jusqu'au dîner. On se croise quand on va à nos sessions d'entraînement. Avec certains, on va en cours. Avec certains, on est proches parce qu'on a des sponsors en commun. Donc l'INSEP, c'est un vrai village. Et donc on se connaît tous très bien, on est tous très amis. Et puis, moi, je me suis laissé porter par cette ambiance, peut-être un peu trop parfois. C'est aussi le plaisir de se retrouver autour de compétitions. Et après, bien sûr, on va tout de suite passer à Inès. Inès, vous avez découvert la discipline à l'âge de 6 ans. Vous êtes du côté d'Aix-en-Provence, et à cette époque-là, vous ignorez que le pôle d'Aix-en-Provence dans votre discipline est ce qui se fait de mieux en natation et en natation artistique. Vous y allez un petit peu par hasard. C'est comme finalement Gladys qui, par le fruit du hasard, voilà, vous vous inscrivez et vous découvrez la natation. Vous pouvez nous en dire plus, peut-être? Oui, c'est ça. Oui. Un peu comme Gladys, en fait. J'arrive... à l'âge de 6 ans, à la piscine pour apprendre à nager. Et puis, en fait, je l'ai vu. Il y avait un gros pôle de natation artistique, synchronisé artistique. Et du coup, voilà, c'est le fruit du hasard. J'ai vu les entraînements, j'ai tout de suite adoré. Alors moi, du coup, c'était pas du combat, c'était plus le côté paillettes, le côté danse qui m'a plus attirée au départ. Et puis voilà, en fait, ça s'est fait naturellement aussi. Et à quel moment vous basculez dans le haut niveau, justement? À quel moment vous commencez vos premières compétitions nationales et internationales? Moi, j'ai commencé assez jeune. Ma première compétition internationale, j'avais 13 ans. D'accord. Donc, c'est assez jeune. Et moi, par contre, j'ai pris conscience assez jeune de ce que c'était que le sport de haut niveau, parce qu'on était dans un pôle qui nous emmenait tout de suite en fait dans le haut niveau. Donc je suis pas passée dans un club et après à l'INSEP. Moi j'étais d'abord en pôle, donc c'était quand même du haut niveau, et quand je suis arrivée à l'INSEP, j'étais déjà conditionnée au haut niveau. Donc ça s'est fait assez naturellement, et puis ouais, j'avais 13 ans quand ça s'est fait. Il faut dire que vous êtes dans une discipline où les carrières sont relativement jeunes et on prend aussi relativement tôt sa retraite, comme vous à 24 ans, c'est cela? Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Je pense que la plus vieille dans notre discipline, je pense c'est Marie, elle a dû aller elle avait 28 ans quand elle a arrêté. D'accord. Donc c'est la plus vieille la seule qui a continué jusqu'à cet âge-là. Sinon, on s'arrête relativement jeune. Et les circuits internationaux, les compétitions internationales, on les goûte, on les fréquente déjà dès 12-13 ans, c'est cela? Oui, c'est ça. C'est comme disiez. Ouais. Moi, j'ai fait ma première compétition à 13 ans. On a la chance de vivre justement dans un pays où le sport est encadré. On va le voir justement avec nos intervenantes de l'INSEP pour accompagner les athlètes et également développer la recherche autour du sport. L'INSEP, c'est l'Institut national du sport et de l'expertise et de la performance, créé en 1975. Le fleuron est l'opérateur de référence du sport de haut niveau en France, avec des sports résidents et un centre de recherche. L'accompagnement, vous allez le voir, il est multiple et n'est pas le même pour les sportifs. Je commence avec vous, Laurence. D'un point de vue scolaire et professionnel, quand de jeunes sportifs intègrent l'INSEP, vous les accompagnez.
pas forcément dès le début, ça peut être à n'importe quel moment finalement de leur carrière. Comment est-ce que justement vous intervenez auprès de ces publics qui sont sensibles parce qu'ils sont jeunes, parce qu'il faut les guider, parce que finalement ils découvrent un petit peu finalement la vie entre guillemets. Comment est-ce que vous intervenez auprès de ces sportifs? Alors, il faut savoir qu'à l'INSEP, ils ont la chance d'avoir in situ un établissement scolaire qui va du collège au lycée, sachant que le collège, c'est bien souvent avec les études à distance, donc le CNED, le CNED. Et ensuite, sur tout ce qui est post-bac, nous avons au sein de l'INSEP une équipe d'accompagnatrices. Il y en a une qui est derrière, au fond, Gévris, ma collègue, et où en fait nous étudions au cas par cas les besoins, les envies et les appétences de chacun de nos sportifs de haut niveau pour pouvoir les orienter au mieux et ensuite pour pouvoir les accompagner au mieux. Il faut savoir que nous avons des écoles et des universités, non pas en convention, mais en partenariat. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'un sportif de haut niveau, pour ça je me tourne vers les filles que je connais un petit peu, c'est un minimum de 6 heures d'entraînement par jour, ça peut aller jusqu'à 10 heures par jour. Donc vous voyez un peu le temps qui reste. Donc c'est une obligation et c'est une nécessité parce qu'un sportif de haut niveau n'est pas que sportif de haut niveau. Son premier métier, entre guillemets, c'est d'exceller dans son sport. Mais c'est aussi et surtout des jeunes dames, enfin donc des jeunes femmes et des jeunes hommes qui ont des appétences et qui ont envie aussi de poursuivre leur vie ailleurs, autrement ou bien conjointement. Donc c'est en fait ce maillage très ténu et c'est vraiment trouver un équilibre dans cette espèce de déséquilibre qu'ils ont en permanence entre les entraînements, les déplacements, les blessures, les soins, les moments de récupération, etc. Il faut trouver la meilleure chose pour eux, mais on ne le fait pas à leur place, c'est-à-dire qu'ils sont tous acteurs, que ce soit Gladys ou bien alors que ce soit Inès, présente ici, ils sont totalement acteurs, c'est-à-dire on ne fait rien sans eux et on ne fait rien sans l'ensemble des équipes et donc des staffs nationaux. On reviendra après sur la difficulté justement d'être sur tous les fronts, mais avant cela, vous me disiez justement pour préparer cette table ronde qu'il est possible aussi pour un sportif de mettre un petit peu justement entre parenthèses, de reprendre un petit peu au moment de sa carrière un projet qu'on avait en tête et qu'on peut reprendre un petit peu par la suite. C'est ça aussi un petit peu la force de l'Institut. Hein. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'une carrière sportive, ça ne va pas crescendo. Oui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas leur bac, ils ne montent pas tranquillement donc dans des études. Certains se blessent, certains arrêtent, certains font une pause, certains préparent les Jeux Olympiques. Il faut savoir que 12 mois, 18 mois avant les Jeux Olympiques, c'est focus quand même sur les Jeux. Quand on est sur une activité comme celle, par exemple, de Gladys, il faut pouvoir se qualifier, il faut aller chercher ce qu'on appelle un ranking. Donc, à un moment donné, c'est focus total sur son sport. Donc, c'est cette force et c'est cet accompagnement de la part de l'INSEP, mais aussi de la part des partenaires autres, que ce soit les universités et les personnes qui sont autour. Et c'est cette prise de conscience qui est importante. C'est-à-dire que rien ne va de soi et on remet en cause tout le temps les choses et on adapte, on réadapte, on étudie, on réétudie, on arrête, on recommence. C'est un métier très particulier où il faut être sur tous les fronts. On reviendra. Je vous disais tout à l'heure sur la difficulté d'être justement sur tous les fronts. Avant cela, je passe la parole à Véronique, notre nutritionniste, diététicienne. L'alimentation, c'est naturellement un paramètre, j'ai presque envie de dire, très important et principal dans la préparation d'un sportif de haut niveau. C'est un sujet aussi qui est complexe et qui est multifactoriel. Vu justement en qualité de professionnel, comment vous les accompagnez, ces jeunes sportifs qui, je suppose, parfois n'ont pas envie d'appréhender la nutrition comme un sacrifice et pourtant ça doit l'être à un moment ou à un autre de sa carrière. Alors effectivement, c'est-à-dire que le sacrifice, il faut faire en sorte que ça reste un plaisir et notamment d'insister sur le plaisir de manger parce que ça peut être un vrai levier pour aborder cet équilibre alimentaire qui est nécessaire pour optimiser en fait les phases d'entraînement. Donc nous, on a plusieurs axes d'approche. La première, il y a un suivi médical réglementaire. Et dans ce cadre-là, il y a un entretien diététique qui est effectué où là, on fait l'état des lieux des consommations des sportifs, on regarde le lien avec la nourriture. Donc et ensuite, on négocie, c'est-à-dire qu'on regarde les petites erreurs qui sont faites et on négocie un équilibre alimentaire, un plan alimentaire qui n'est jamais figé dans le temps. Les réponses, elles sont plurielles. Il n'y a pas qu'une seule réponse alimentaire pour une athlète. Elles ne sont pas figées non plus dans le temps. Et on doit trouver aussi des réponses alimentaires qui sont effectivement énergétiques, mais aussi psychologiques, puisqu'il faut trouver un confort dans l'alimentation, au niveau social, au niveau culturel,
Au niveau cultuel, on sait que maintenant, dans quelques jours, il y a le Ramadan. Donc ça va être une priorité aussi d'accompagner ces sportifs pour pouvoir notamment performer en même temps que de suivre le régime qui est imposé. Donc on peut jeûner par et quand même malgré tout performer, ou du moins s'entraîner, c'est cela? En fait, on peut s'entraîner, on n'aura pas le même rendement évidemment, parce que, et notamment la raison essentielle, c'est l'hydratation. Donc c'est-à-dire il y a un manque hydrique. Donc un entraînement par jour, c'est relativement acceptable. 2, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il faut adapter les prises alimentaires, notamment par rapport à cette dynamique-là. Donc je ne sais plus ce que... C'était déjà très complet, très complet. Oui. Et je parlais effectivement de la nutrition sous l'aspect sacrifice. Oui, voilà. Est-ce que c'est une contrainte finalement ou pas? En fait, c'est jamais. Normalement, en fait, c'est des contraintes, mais qui doivent être au service aussi du plaisir de manger. Donc, ça se fait graduellement. On ne va pas révolutionner l'alimentation du sportif. Donc, on est obligé parfois, notamment pour les sportifs à catégorie de poids, lorsqu'il y a un impératif de poids à perdre sur un délai très court. Donc là, on est obligé d'installer le sportif, il s'installe tout seul d'ailleurs, dans une privation et dans une restriction, mais il n'y a pas d'autre choix. Et après, il y a un peu des compensations. Et nous, on essaie d'atténuer ces phénomènes de yo-yo pour l'accompagner et vraiment en amont. Vous parlez de privation, on est sur un jeûne total pour quelqu'un qui doit perdre 2 à 3 kilos à 7 jours d'une compétition. On peut être sur ce type de configuration-là? Oui, on est toujours, en fait. Il faut savoir aussi que le sportif, naturellement, lorsqu'il s'approche de la compétition, il est vraiment centré sur tous les paramètres de la performance. Et donc, la diététique, donc, ça veut dire qu'il va beaucoup mieux appliquer les règles de l'alimentation. Il va laisser un peu plus de côté les aliments plaisir, en tout cas la fréquence des aliments plaisir, pour vraiment entrer dans son projet. Et après, c'est vrai que son alimentation, une fois que l'objectif a été fait, par exemple, au niveau du championnat du monde et au niveau des Jeux Olympiques, mais il y aura bien des témoignages, c'est-à-dire que ensuite, cet équilibre alimentaire qui était vraiment pointé un peu vers la dimension biologique de nature énergétique, elle dégringole, enfin cet équilibre dégringole au niveau du psychologique et du social. Il y a plus des réponses dans ce sens-là. Mais ça ne veut pas dire que c'est hors norme, c'est un équilibre alimentaire qui se fait comme ça avec le sportif. Il faut accepter en fait cette loi, notamment pour les sportifs à catégorie de poids, et bien d'être un peu en restriction et après de retrouver un équilibre. On va aller justement dans la dimension un peu psychologique et sociale aussi, bien sûr, avec notre coach mental, Sophie. Quand on accompagne des sportifs de haut niveau, on rentre dans, je le disais, la dimension psychologique du sport. Comment aborde-t-on ce sujet-là avec les athlètes pour les mettre dans les meilleures conditions? Comment ça se passe, la première séance, la première découverte? Comment est-ce que vous les guidez déjà? Alors déjà, la première séance, je les rassure, je ne suis pas psychologue. D'accord. Puisque bien souvent on me dit on a déjà un psychologue, on est déjà accompagné. Je ne suis pas psychologue. Je suis là pour entraîner un peu la tête comme on entraîne le corps. C'est-à-dire pour bien bouger, on apprend tout ça. Et pour bien penser, on l'apprend également. Alors il n'y a pas de bien ou de moins bien, mais il y a juste ce qui est bon pour chacun. Ça, c'est important de savoir que chacun a sa façon de penser et de voir les choses. Et pour que le sportif soit performant, il faut qu'il soit à l'aise avec ce qu'il fait, il faut qu'il soit à l'aise dans la nutrition également. Et tout ça, ça peut être parfois très compliqué. Donc, comment on peut travailler ensemble pour que tout ça ne devienne pas forcément simple, mais puisse se passer convenablement? Justement, Inès et Gladys, on parlait d'accompagnement de projet avec Laurence, de nutrition avec Véronique, avec Sophie, justement de préparation un peu plus psychologique, même si vous n'êtes pas psychologue, j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour un petit peu sur tous ces aspects-là, ce qu'on a vu ensemble, toutes les deux? Oui. Justement, votre projet professionnel, vous, Gladys, quel était-il à ce moment-là? Je crois qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais vous aviez en tête un métier bien particulier, c'est ça, hein? Oui. Alors, déjà, pour reprendre un peu sur tout ce qui a été dit là, je dois dire que moi, je connais très très bien Véronique. C'est quelqu'un que j'ai fréquenté beaucoup à mon arrivée à l'INSEP. Alors, vous l'aimiez ou vous la détestiez? Quand elle vous faisait des points... Non, j'ai aucune raison de la détester. C'était un peu d'humour. Non, un peu d'humour. Non, après, par contre, le diagnostic, il était ce qu'il était. En début de carrière, quand je suis entré à l'INSEP, j'avais des gros régimes à faire. Et donc, forcément, mon entraîneur national m'a orienté vers Véronique, qui s'occupe de tous les athlètes de l'INSEP.
Et donc, j'ai eu affaire à elle et j'ai eu affaire à ses recommandations diététiques pour justement pouvoir rester performante, pouvoir m'entraîner correctement et puis pouvoir m'alimenter aussi en fonction des entraînements que j'avais. Ça, c'était quelque chose qui était très important. Voilà, comment ça se passe, la frustration, quand on est à quelques jours de la compétition? Parce que en taekwondo, il y a des catégories de poids aussi, c'est cela. Oui, quand on est sur la pesée, comment ça se passe avant la compétition? Comment on gère quand on est 2-3 kilos en plus? Comment on gère tout ça? Ça vous est déjà arrivé ou pas? Vous voulez quelle version? La version... la véritable version, on veut tout savoir. Hein. Ils sont là pour cela. Non, mais, comme l'a souligné tout à l'heure Véronique, elle disait tout à l'heure que plus la compétition approche, plus le sportif est rigoureux. D'accord. Ça, c'est vrai. Après, il faut aussi que le sportif se prenne en charge mentalement. Donc, qu'il comprenne que la nutrition, c'est important pour lui, pour sa performance. Et malheureusement, quand j'étais jeune, j'avais tendance à me tourner vers Véronique, on va dire 2 mois, 3 mois avant la perf, avant la grosse compétition, histoire d'avoir bonne conscience et de me dire, voilà, j'ai tout fait, j'ai consulté Véronique, elle m'a dit de manger ci, de manger ça, de m'hydrater comme ceci, etc. Donc en réalité, ça c'est un travail de très longue haleine. C'est Véronique, elle nous donne des conseils, mais c'est pas une magicienne. Et puis elle n'est pas tout le temps avec nous à côté. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il faut savoir que tu m'arrêtes Véronique si je me trompe, mais la restauration a beaucoup changé à l'INSEP aussi. En 2009, je crois qu'il y a eu un gros changement. Et donc, du coup, ça a permis aussi de faciliter aux sportifs d'avoir une meilleure alimentation. Quel type de changement, c'est je sais pas, tu vas peut-être nous dire, Véronique. Pour savoir, pour comprendre. Choix, en fait. Oui. Donc ça veut dire qu'on peut justement répondre à cette dimension psychologique, sociale et cette diversité aussi qui est essentielle pour le confort, mais aussi au niveau de la potion magique, par exemple, la diversité alimentaire, c'est le seul moyen pour couvrir les macros et micronutriments en fait, nécessaires à sa performance. Donc je pense que c'est ça ce que tu veux indiquer. Tout à fait. Et puis aujourd'hui aussi, on a des amplitudes d'ouverture du restaurant qui nous permettent d'être plus en phase avec nos cycles d'entraînement. Donc ça, c'est vraiment sur la partie nutrition, moi, ce que j'ai vécu à l'INSEP. Et puis aussi au niveau de la formation, faut savoir que je crois qu'il y a maintenant 10 ans que j'étais entré dans ton bureau, Laurence, par rapport au professorat de sport, pour t'en parler. Et donc, je l'ai eu l'année dernière seulement. Donc, les choses prennent du temps. Ce qui est important, c'est pas le temps, c'est d'y arriver et au bon moment. C'est ça qui est important. Les choses prennent du temps, mais l'accompagnement est fait au rythme de l'athlète. C'est ça qui est important de dire. Laurence l'a très bien dit tout à l'heure, mais encore une fois, je le souligne. La performance d'un athlète est à prendre dans sa globalité. D'accord, tout ce qui est nutrition, tout ce qui est hygiène de vie, tout ce qui est formation aussi, parce qu'on en a besoin. Et c'est important de savoir qu'on peut compter sur tout le personnel. Ça n'impacte sur sa performance, c'est cela, sur son quotidien. C'est-à-dire que quand on sait où on va, quand on prépare son projet, on est plus performant, c'est cela, aussi en compétition. Tout à fait. En tout cas, pour moi, ça a été très important. Laurence, vous avez peut-être un mot à dire sur cela. Les sportifs qui ont un projet et qui ont une vision claire de l'après sont donc nous travaillons au sein de l'INSEP et donc avec l'ensemble de l'équipe des accompagnatrices sur le sens qu'ils mettent dans leur projet. Mais ça, c'est valable pour eux, mais c'est valable pour tout un chacun autour ici. C'est-à-dire qu'on sait exactement où on va quand on a bien circonscrit ce que l'on veut faire. Et peut-être le comment, parfois c'est un petit peu chaotique, mais c'est pas grave, mais c'est vraiment le sens de ce qu'on met au départ. Et nous, on travaille vraiment sur le principe de réalité, sur le sens de leur projet professionnel, systématiquement. Parce que autrement, ça... par le passé, il y a fort longtemps, on pouvait avoir des sportifs dont aussi nous faisions partie. On essayait ça, mais parce que ce travail essentiel de base, mais c'est pour tout le monde pareil, et encore plus pour eux, parce que eux, ils sont tellement sur des objectifs de très 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 haut vol, parce que quand même l'INSEP, on est quand même sur de l'olympisme, on est vraiment sur du très très haut niveau. Et il faut que ce soit très clair. C'est comme dans un entraînement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils peuvent pas se permettre d'aller sur un tapis pour Gladys ou bien d'aller dans l'eau pour Inès sans savoir pour quelle raison elle va dans l'eau et pour quelle raison elle va se battre sur le tapis. Sinon, ça n'a pas de sens. Inès,
Agnès, pour revenir un petit peu sur ce qu'on s'est dit, vous avez 12 ans, compétition internationale, la nutrition, son corps va changer, on est en pleine période de l'adolescence, les projets professionnels, c'est pareil, j'imagine qu'on n'en a pas forcément l'âge de 12 ans. Comment on gère tous ces aspects-là? Comment on est accompagné? Comment est-ce que vous avez vécu aussi cette période-là de votre vie? Alors Laurence rigole, mais c'est parce qu'elle m'a beaucoup vue dans son bureau pendant mes années à l'INSEP. Parce que sur l'aspect professionnel, ça a été compliqué de trouver sa voie, parce que comme elle l'a très bien dit, on est des sportifs de haut niveau. Donc moi, pour mon sport, on s'entraînait entre 40 et 45 heures par semaine, donc c'est énorme. Pour faire des projets, construire son projet professionnel à côté, c'est très dur. Et donc Laurence est là pour nous aider, et elle joue aussi un rôle de maman, psychologue, un peu tout ça. Donc voilà, elle nous a beaucoup aidé sur ça. Et pour l'aspect nutritionnel, alors moi, j'ai pas eu la chance de travailler avec Véronique. J'avais une autre diététicienne qui nous était attitrée pour l'équipe de France de natation synchro. Mais nous, c'est un sport artistique. Donc les sports artistiques, c'est très compliqué au niveau de la nutrition. Ça n'a rien à voir avec les sports de combat où on a un poids, on sait qu'on doit faire moins de 60, on fait moins de 60. Nous, on doit avoir tout le temps un poids constant et on doit tout le temps avoir une silhouette. C'est une apparence visuelle. Donc c'est-à-dire que on peut très bien avoir un poids, peu importe, à partir du moment où on a un aspect, un look qui correspond à la discipline. C'est ça qui est recherché dans notre sport. Donc c'est très dur à avoir parce que surtout quand on est en période où on voit notre corps changer, parce que forcément on devient des femmes. Le corps de 15 ans, on n'a pas le même quand on a 20 ans. Donc c'est très dur de trouver un équilibre. Et voilà, donc on est très bien accompagnés à ce niveau-là, même si c'est pas facile. On l'imagine. Voilà. On va continuer sur notre terrain, celui de la contre-performance peut-être, que vous avez connu dans vos carrières. J'ai présenté certes vos palmarès qui en disent long sur effectivement le fait que vous avez brillé dans vos disciplines. En revanche, vous avez aussi connu parfois certaines désillusions. On va y revenir parce que quand on consacre effectivement sa vie à une discipline, quand on y passe près de 40 à 45 heures par semaine, voire peut-être même plus encore, j'imagine que gérer des contre-performances et les aléas de la vie, c'est parfois compliqué. Je commence avec vous, Gladys. En 2012, vous êtes quand même numéro 1 de votre discipline. Vous êtes ultra favorite des Jeux Olympiques. On vous imagine déjà avec la médaille d'or. Et malheureusement, c'est pas le cas du tout puisque vous allez connaître un épisode douloureux. C'est une blessure qui va vous éloigner des Jeux en 2012. Et malheureusement, en 2016, c'est exactement la même chose qui va se passer à Rio. Vous êtes éloigné des Jeux. Comment est-ce que vous vivez justement ces deux épreuves-là alors que, encore une fois, vous êtes la numéro 1 dans votre discipline? Ça a été dur. J'ai envie de dire que j'ai malheureusement jamais été au rendez-vous au niveau olympique. Quand je dis rendez-vous, c'est la médaille d'or, la Marseillaise, le titre, etc. Effectivement, en 2012, j'ai pas pu participer aux Jeux Olympiques parce que j'ai eu une résurgence de tuberculose. D'accord, donc on appelle ça le mal de pote. J'ai eu ça à une vertèbre et en fait c'était comme s'il y avait une carie qui rongeait la vertèbre. Donc la bactérie rongeait la vertèbre, si bien que la vertèbre était aussi épaisse qu'une feuille de papier. Et j'ai dû déclarer forfait quelques temps avant les Jeux Olympiques parce qu'il y avait un trop grand risque de handicap en cas de chute. Donc du coup, je vous cache pas que ça a été un moment très difficile, très pénible à vivre, parce que étant numéro 1 mondial les 2 années avant, étant championne du monde dans les 2 championnats du monde qui ont précédé les Jeux Olympiques, étant invaincue en 2011 et archi favorite, c'est une sacrée gifle qu'on se prend à ce moment-là. On a l'impression que tout s'arrête. On voit le train partir et c'est extrêmement difficile. Donc, quand vous dites qu'on a l'impression que le train s'arrête, c'est qu'on a l'impression de ne plus exister dans sa catégorie, dans le sport que l'on aime et que l'on pratique. Mais la nature a horreur du vide. Nature a horreur du vide. Donc moi, une fois que j'ai déclaré forfait, tout de suite, il y a ma remplaçante qui est entrée dans la boucle et Gladys, ok, c'est dommage. Vous dites que c'est terminé. Pardon ? Vous dites que c'est terminé à ce moment-là. Vous dites que ça y est. Non seulement le médecin me le dit, moi je me le dis, tout le monde me le dit. Donc là, j'ai bien compris que rideau, merci, au revoir. C'est compliqué, mais le sport, c'est ça aussi. C'est cruel parfois ça peut être très beau, mais il y a aussi des moments difficiles à vivre. Et puis, on fait contre mauvaise fortune bon cœur. Et puis après, on dit allez l'équipe de France. Mais c'est vrai que c'est un moment hyper difficile à passer. Et puis, on se dit que
on va se relancer, qu'on n'a pas envie de finir sur une blessure et on repart pour 4 ans. Et là, pareil, à 1 an des Jeux Olympiques, je me romps le ligament croisé du genou gauche. Et là, encore une fois, avant les Jeux Olympiques de Rio, cette fois-ci, c'est un peu plus positif parce qu'on sait que si je suis bien prise en charge à temps, bien soignée, si je bénéficie des meilleurs soins, je serai compétitive aux Jeux. Donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai fait mes soins. Et puis, je suis arrivée aux Jeux en très bonne forme. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Il m'aura manqué encore peut-être 1 ou 2 mois de préparation pour arriver à mon pic de forme. Ce qui fait que aux Jeux de Rio, je participe. Et donc, je peux quand même m'exprimer. D'accord, c'est ça la grande différence avec les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Ouais. C'est que là, à Rio, je suis là, je peux m'exprimer. J'ai l'occasion de défendre mes chances. Mais malheureusement, ça aura pas suffi. Et donc, du coup, je fais 5e. Je perds le match de la médaille de bronze. Vous êtes l'espoir à ce moment-là, avant de partir pour les Jeux au Brésil. Vous dites, je vais y aller. J'ai une médaille de bronze en 2008 à Pékin. Je fais mieux, c'est certain, parce que de toute façon, on est là pour faire mieux quand on va faire. Totalement. Donc vous, 5e, vous, c'est un échec, c'est ça, j'imagine que. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Même si c'est une belle place pour les amateurs, mais pour un sportif de haut niveau, très clairement, quand on n'est pas sur le podium, quand on n'est pas à la place numéro 1, c'est un échec. Il n'y a pas la concrétisation de tout le travail, parce que pour un athlète, la concrétisation de son travail, c'est la médaille. D'accord, la médaille ou alors le record. Mais là, du coup, pour moi, à Rio, il y a pas tout ça. On passe un petit peu à côté. Donc, c'est vrai que c'est dommage. Mais voilà, ça fait partie de la vie. Et puis, moi, je me suis consolé en me disant que j'avais pu défendre mes chances. On parlera des records justement à table ronde numéro 2 à partir de 16h30. On ira sur le terrain de la tyrannie des records. Avant cela, Inès, on parlait de cette jeune carrière dès l'âge de 12 ans sur les circuits internationaux. Vous êtes éloigné de vos proches qui sont à Aix-en-Provence. Des contre-performances, vous n'avez aussi probablement, j'imagine, vécu. Comment est-ce que vous vivez aussi les aléas de la vie, être éloigné de sa famille et également les contre-performances en équipe de France? C'était quoi la question, pardon? Les contre-performances, me regarder. Les contre-performances en équipe de France, mais comment est-ce que vous les vivez, vous? Les contre-performances. Alors moi, j'en ai eu 2 dans ma carrière. La première, comme l'a dit Gladys, c'est que moi, j'ai été blessée aussi. Pendant 1 an, j'ai été éloignée des bassins parce que j'ai eu une rupture au ligament de la hanche. On ne savait même pas que ça existait. Et donc, j'ai été éloignée des bassins pendant 1 an. Le chirurgien voulait même que j'arrête ma carrière de sportive, puisque je risquais de me retrouver avec une prothèse de hanche à l'âge de 20 ans, donc c'est pas le top. Mais en fait, avec force de travail, j'ai été beaucoup accompagnée sur le plan psychologique. J'avais été très suivie sur ce plan-là, sur le plan psychologique, mental, et je faisais beaucoup de réathlétisation. Et en fait, force de ce travail, je suis revenue dans les bassins. Pour nous qualifier avec mon équipe, parce que nous on fait un sport d'équipe, pour nous qualifier avec mon équipe pour les JO de 2020. Et malheureusement, donc 2e échec de ma carrière, on ne se qualifie pas pour les Jeux 2020, un 10e de la place. Donc grosse déception, mais ça fait partie, comme l'a dit Gladys, du sport. Et voilà, c'est des fois très très magnifique, on vit des choses incroyables. Est-ce que c'est pour ça que vous mettez fin à votre carrière l'année d'après, ou c'est parce que vous vouliez passer à autre chose? Non, j'ai pas mis fin à ma carrière parce que j'ai pas été au jeu. Je pense que j'avais besoin de voir d'autres choses, j'avais besoin d'explorer le côté plus professionnel. J'avais vécu déjà beaucoup de choses en tant que sportive et j'avais ma blessure aussi qui est rattrapée, mine de rien. Vu que c'est une blessure qui ne se guérit pas et que j'aurai toujours. Donc j'apprenais à vivre avec au long de ma carrière. Mais j'avais toujours des gènes, j'avais toujours mal. Et donc j'aurais aimé tenir jusqu'en 2024 parce que c'est demain. Mais malheureusement... c'est à la maison en plus. Voilà. Mais on parlera de vos beaux projets que vous avez parce que vous en avez beaucoup dans les prochaines questions. Avant cela, moi je propose de passer à Sophie puisque vous êtes coach mental. Alors vous avez un profil très intéressant puisque vous intervenez auprès des équipes de France militaires qui sont engagées dans des disciplines diverses et variées du sport et qui justement représente la France dans beaucoup de compétitions internationales. Vous êtes intervenu également aux côtés de blessés de guerre. La question est la suivante, comment justement on appréhende un petit peu la relation qu'on a avec des sportives ici qui sont blessés, qui demain ne peuvent plus participer aux compétitions, qui subissent des contre-performances. Comment est-ce que vous, en tant qu'expert, vous intervenez ? Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, moi je le vis pas, mais ce que je vois, c'est que c'est un peu comme un deuil de perdre, quand on perd sa carrière sportive.
c'est un peu comme moi quand je récupère les militaires à la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre qui reviennent et qui ne seront plus jamais militaires, ils perdent leur identité en fait. Et du moment où on perd cette identité, cette force, cette puissance, qui nous sommes depuis qu'on a commencé à l'être, on perd tout, quoi. Donc là, il faut se reconstruire. Donc faire en sorte, bien réfléchir à un nouveau projet, qu'est-ce qu'on veut, comment on peut se reconstruire du mieux que l'on peut, mais bien souvent ailleurs. D'accord, ouais. Vous parlez d'un mot lourd et fort, hein, deuil. Hein, je pense qu'on peut dire que c'est un deuil. Je sais pas. Est-ce que vous confirmez, vous, Inès et Gladys? Moi qui ai arrêté ma carrière, là, c'est tout frais. Donc depuis septembre, c'est clairement un deuil. Je pense que j'ai passé... là, ça va un peu mieux, mais c'est vrai que c'est toujours très compliqué. Surtout que moi, j'ai un sport d'équipe, donc je vois encore mon équipe qui continue à nager et qui se prépare pour les Jeux de 2024. Puis nous, on ne fait plus partie de ce groupe-là, on ne fait plus partie de cette élite. Parce que quand on est à l'INSEP, on fait partie d'une certaine élite. Et on ne fait plus partie de tout ça, donc il faut se reconstruire, trouver un projet dans lequel on est épanoui, dans lequel on trouve des sources d'inspiration comme on le faisait quand on était sportif. Et ça, c'est dur, c'est pas évident. Oui. Donc se reconstruire par étapes, avec un objectif, en phase avec ses valeurs que peut-être on n'avait pas pris le temps d'observer avant, puisque bien souvent les sportifs de haut niveau, c'est inné. Hein. J'imagine que... Quand on est militaire, pareil, quand on va au combat, c'est quelque chose, on ne sait pas pourquoi. Quand on est petit, on veut y aller, quoi, et on y va. Donc vous imaginez bien que quand tout ça chavire... En termes de psychologie, c'est parce qu'on est le plus fort, ou du moins parce que forcément on doit être le plus fort, le plus performant. Et en gros, c'est l'image de celui qui sort un petit peu de son nuage, c'est ça ? Je pense que, en fait, tout le monde pense que le militaire est un surhomme, que le sportif de haut niveau est un surhomme avec un H, un grand H, des hommes et des femmes. Mais dans l'armée aussi, c'est pareil, les hommes et les femmes. Mais non, il n'y a pas de surhomme, il n'y a pas de... Et c'est là où il faut faire attention, parce que derrière, il y a les émotions, il y a les sentiments, il y a tout ça à gérer, il y a la blessure qu'il faut anticiper, qui est parfois pas anticipée, il y a tout ça à préparer. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait d'objectifs. Et là, je suis complètement fanat de ça. C'est clair que sans objectif, il n'y a rien, en fait. Il n'y a plus rien. Donc, pour repartir, eh bien... c'est peut-être pas si facile que ça, hein. Attention, parce que quand on parle de deuil, il y a des phases derrière de la reconstruction. Il faut avancer toujours step by step pour être très progressif. Et puis ensuite, se faire accompagner, je pense. Puisque le coach mental, tout à l'heure vous me posiez la question, je trouve que moi, pour le coach mental, j'ai l'image un peu d'une plaque tournante où on est très complémentaires, on en parlait tout à l'heure, et on s'appuie sur tout ce qui est autour de nous. C'est-à-dire que moi, mes réponses, et je les ai dans le sportif de haut niveau. C'est-à-dire, comment tu vas faire pour faire ça ? Comment tu vas faire pour être mieux ? Comment tu vas faire pour être performant ? Ah oui, j'aurais besoin de ça. Ok, va voir la diététicienne si tu as besoin de voir la diététicienne, ou va voir le kiné si tu as besoin de voir... C'est exactement ça, en fait. C'est l'accompagner au mieux pour qu'il soit au plus haut de sa performance. Coach mental, coach de vie également. C'est ce que, en tout cas, vous dites quand vous parlez de votre métier, vous, Laurence. Quand un sportif de haut niveau rentre dans votre bureau, il vous dit j'ai perdu ma compétition. Quand on parle de projet derrière, comment on fait ? Parce que très clairement, j'imagine qu'il y a plus de sens. On le disait, on parlait de deuil, c'est un mot très fort. C'est pas magique. Comment on fait ? C'est pas magique. C'est pas magique, non. Vous n'êtes pas magicienne non plus. Non. Vous êtes coach de vie. Non, nous sommes coach de vie. Oui. Nous ne sommes pas magiciennes. Nous aidons justement à aussi une phase de construction et ou de reconstruction, mais dans notre champ à nous. C'est-à-dire de quelle manière est-ce qu'on les aide ? C'est déjà bien comprendre ce qui se passe, et c'est vraiment il me semble qu'il faut bien comprendre, que ce soit pour notre collègue, que ce soit pour Véronique en nutrition ou bien pour nous, c'est vraiment une rencontre. C'est une rencontre d'une personne avec une autre personne. Donc c'est très très important déjà qu'il pose les bagages. Je peux parler par exemple d'Inès, si jamais elle le veut bien. À un moment donné, quand elle a posé ses bagages, parce qu'elle était tiraillée entre arrêter la blessure, faire son deuil de carrière de naïade, c'est pas simple. Donc, il faut poser les choses. Donc déjà, il faut tout poser. Et nous les aidons à ne pas se mentir aussi. C'est-à-dire, non, ma petite, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Oui, ça va bien se passer, mais il va y avoir une phase un peu douloureuse. Et c'est ça qu'il faut poser. Donc,
Parfois, ça pleure beaucoup dans nos bureaux, mais bon. Mais les discussions sont franches. En même temps, c'est pour derrière mieux guider, ça, bien donc, sûr. En fait, on les aide comme ça. Je pense que c'est ça. Et c'est, moi, en ce qui me concerne, c'est le principe de réalité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. De toute façon, un sportif de niveau est quelqu'un qui est particulièrement extraordinaire parce qu'il est vraiment dans la vie. Il sait vraiment ce qu'il veut. Donc, on ne peut pas leur mentir, sinon ça ne sert à rien. Mais on va continuer avec vous sur notre registre, Véronique. On va parler de ces modes alimentaires, véganisme, flexitarisme, sans glucose. Bref, les sportifs eux aussi sont concernés par ces nouveaux modes alimentaires. Vous nous le disiez, l'alimentation doit s'inscrire dans le plaisir et non dans la contrainte. Parlons de l'alimentation. Est-ce qu'elle est, donc, bien sûr, une composante de la performance? Ça, on l'a compris. Est-ce qu'on a des études qui peuvent nous dire c'est X% de la performance et peut-on justement concilier ces modes alimentaires que j'ai présentés précédemment avec justement une carrière à haut niveau? A priori, oui. Alors, si c'est mal géré, la nutrition, elle peut être responsable de la contre-performance. Mais de là à dire que la nutrition crée la performance, non, on est loin du compte, puisque c'est l'entraînement qui crée la performance. Donc, il ne faut pas se tromper d'objectif. Donc, ça veut dire, globalement, si c'est négligé, oui, effectivement, ça peut être responsable de la contre-performance, mais il ne faut pas surestimer non plus l'alimentation. Et parfois, on a des sportifs en fait, qui se réfugient dans cet acte de nutrition en disant voilà, je veux prendre ça, je veux même prendre d'autres produits, etc., pour être plus performant. Donc nous, on est là pour avoir une vision globale et pour prioriser. Voilà, là, ce qui est prioritaire dans un premier temps, c'est peut-être s'appuyer sur un socle alimentaire, sur l'hydratation, sur la quantité, la qualité, la diversité, la gestion des aliments plaisir à risque. Et après, étape suivante, on passera éventuellement, on regardera, oui, on a des stratégies avant la compétition, pendant, après, et peut-être que là, on peut avoir recours à éventuellement des compléments alimentaires. Mais ça se fait vraiment étape par étape, palier par palier, et toujours des paliers qui sont atteignables, c'est-à-dire pour toujours mettre le sportif ou la sportive dans un état de réussite. Donc quelqu'un, par exemple, on sait que le pourcentage de masse grasse un peu élevé, c'est un frein à la vitesse de rotation. Donc si quelqu'un a 30%, par exemple, ou un des objectifs, ça serait de se rapprocher de 24% pour une femme, eh bien, on ne va pas dire de 30, il faut arriver à 24, parce qu'elle n'y arrivera jamais, en tout cas dans un délai très court, même un délai assez lointain, ça sera difficile. Donc on va toujours dire, peut-être l'objectif, c'est de diminuer très légèrement, de diminuer de 2%, et puis petit à petit, et toujours en regardant, il faut toujours que cette alimentation, elle réponde aussi à cette dimension énergétique, mais aussi à cette notion de plaisir, parce que on peut pas, le sportif, le seul moment où il est tranquille, où il n'y a personne derrière lui, où il n'est pas en formation ou pas à l'entraînement, c'est au moment des repas. Alors si au plus, au moment des repas, il y a la diététicienne, déjà même quand ils voient la diététicienne, ils ont tendance à cacher un peu parfois leur plateau. Donc du coup, on est obligé de filer tout droit et pas dire de mots. Mais en fait, il y a cette notion de culpabilité et donc on ne doit pas générer ça. C'est-à-dire que le sportif, c'est le seul acteur de son acte alimentaire. Donc c'est lui qui fait ses choix. Et ces choix, ils doivent rester intimes. C'est-à-dire que nous, on n'a pas un regard on ne doit pas faire une interprétation sur le choix du sportif. Et ces choix, ils doivent rester spontanés. S'ils sont plus spontanés et intimes, ça va durer peut-être 1 mois, 2 mois, le temps de la compétition. Mais après, donc nous, on essaie de donner vraiment des outils, des astuces pour mieux vivre et de former aussi, de donner des informations sur la qualité nutritionnelle des aliments pour les motiver à modifier légèrement leur choix par palier. Donc vous nous parlez d'intimité justement avec les sportifs, c'est parce que vous ne travaillez absolument pas avec les coachs, ça c'est un paramètre qui dans la préparation n'intervient jamais avec les équipes, les coachs aussi. Bon. Alors moi j'ai plusieurs expériences, donc j'ai beaucoup travaillé aussi avec les coachs à un moment donné, et en fait ce qui se passe dans la réalité, c'est qu'on travaille beaucoup avec les coachs, on en a les athlètes, du coup, qui nous disent plus grand-chose. D'accord, ok. Et donc, je trouve qu'avec mon expérience, je travaille de moins en moins avec les coachs. En tout cas, je dis pratiquement pas grand-chose aux coachs, de façon à garder, parce qu'on est là, nous, au service du sportif ou de la sportive. Donc, on veut garder cette relation de confiance pour pouvoir l'aider. Si on n'a pas cette confiance-là, eh bien, c'est fichu. C'est-à-dire, ils vont venir une fois et après, on ne va plus les revoir. Donc en fait, c'est cette notion-là. Et donc moi, je ne dis pas grand-chose au coach finalement. Et je parle ou je demande à l'athlète, est-ce que je peux dire cet élément-là? Et même quand on transcrit les informations, qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que je dis quelque chose ou pas? Et même en termes de poids, même en termes de pourcentage de masse grasse, et même en termes d'échange. Et ça, c'est important.
parce qu'on est vraiment au service de l'athlète, et effectivement, on est aussi au service de l'entraîneur, donc il y a un petit conflit là qui s'installe, mais l'entraîneur le comprend aussi. Hein. On va continuer avec vous, Laurence. On parlait de la difficulté d'être sur tous les fronts, la performance. En parlant oui. de confiance, est-ce que la confiance, ça se résume avec le respect? Alors, la confiance se résume-t-elle avec le respect? On va peut-être, si vous voulez peut-être y répondre, mais on allouera un petit moment justement aux questions du public à la suite effectivement de nos échanges. On y reviendra dans quelques instants. Avant cela, je continue avec Laurence. Laurence, savoir effectivement la difficulté d'être sur tous les fronts, de briller d'un point de vue perso effectivement, enfin quand je dis briller d'un point de vue perso en compétition et être le meilleur ou la meilleure, également préparer l'avenir. Mais quand on parle de réussite sportive, on l'a compris, c'est les classements. Réussite personnelle, on parle de quoi au final? Est-ce que, j'imagine qu'elle est singulière, mais comment est-ce que vous les accompagnez? Singulière, et donc on parle de soi, c'est-à-dire qu'ils parlent d'eux-mêmes, qu'ils soient... La particularité lorsqu'on travaille, et c'est l'axe vers lequel l'INSEP travaille, c'est vraiment le projet intime de chaque sportif de haut niveau. Donc qu'il veuille être pâtissier ou polytechnicien, c'est un système de réussite, parce que la réussite, c'est lui ou elle qui va la construire et qui va l'atteindre. Donc c'est ça aussi la réussite. C'est pas simplement obtenir un diplôme, c'est pouvoir s'épanouir de la manière la plus grande possible dans ce qu'ils sont en tant qu'hommes et femmes. Est-ce que vous avez des exemples de sportifs, sans citer des noms, mais qui sont complètement éloignés du domaine du sport et qui sont partis dans des carrières, mais alors à l'opposé, éventuellement de leur discipline et du sport? Vous ne m'aviez pas posé cette question. Non, mais justement, si vous n'avez rien en tête, vous pourrez peut-être nous le dire plus tard. Mais... J'essaie de réfléchir assez vite pour sans prendre citer de nom, parole de mes collègues. Sinon, je prends la parole. Hein. Parce que moi, pour le coup, c'est pas je me permets de rebondir. Hein. C'est pas sur des sportifs de haut niveau, mais par contre, c'est sur des retours de militaires blessés qui sont des militaires opérationnels, donc qui font partie des forces spéciales bien souvent, et qui vont se reconvertir dans des choses complètement inattendues. Alors dites-nous. Donc c'est-à-dire, ça va être menuisier, ça va être boulanger, mais ça va être quelque chose où bien souvent ils vont avoir besoin de se retrouver seuls avec eux-mêmes. D'accord, ah oui, en effet. Donc, après, c'est peut-être... voilà, mais bien souvent, c'est ça. Et ils s'autorisent à vivre leur vie, en fait, pour eux. Parlons, si vous le voulez bien... J'ai mon exemple. Ah bah allez-y. Ah bah oui, non mais Laurence, tant mieux, allez-y, dites-nous. C'est toujours pareil, seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Merci Gladys. Alors, 2 exemples pour le coup. Un premier exemple plus ancien, un ex-sportif de niveau en athlétisme, en perche. Et je crois que je vous en avais parlé. Et en fait, nous avions travaillé, il a travaillé sur un projet pour être DJ. Mais regardez pas avec des yeux comme ça, il y a un diplôme pour devenir DJ. Oui. Il y en avec a un en France. Du côté il de est Poitiers, extraordinaire. Et il l'a obtenu, il l'a fait. Et c'est quelqu'un qui mixait vraiment très très bien. Et depuis, j'ai d'autres nouvelles, puisque maintenant, il est totalement à l'opposé du sport. C'est-à-dire que ça lui a permis de rentrer dans certains milieux. Et il est agent immobilier dans le luxe et à l'étranger. Voilà. Et deuxième exemple, que vous connaissez certainement, donc notre Clarissa Agbenienou, qui est devenue et qui a fait des études et qui continue pour être coach de vie. On se demande bien pourquoi. On va poursuivre avec. Je pensais notamment au footballeur français Eduardo Camavinga qui déclarait il y a quelques semaines à des journalistes la très grande difficulté du haut niveau, qui se rappelait de ses premiers matchs, qui parlait d'intensité des efforts, et ces intensités d'efforts, quand il a découvert Eduardo Camavinga le haut niveau à l'âge de 16 ans, ça lui donnait de la nausée tellement que c'était compliqué et intense de fournir autant d'efforts. Inès et Gladys, quelles sont les limites que vous êtes fixées dans la pratique de votre sport, notamment au niveau de votre santé? Quelles sont les limites que vous êtes fixées pour atteindre vos objectifs? Et je parle notamment de la santé. Quelles étaient les limites quand on parle effectivement de nausée pour ce footballeur Eduardo Camavinga? Vas-y, parce que là, je réfléchisse. Burn-out, épuisement total, à ce moment-là, comment... Nos limites. Non, nos aucune limites. Aucune limite. Aucune limite. Après, il faut tout simplement faire un peu attention à soi. Quand je parle de limite, quand on est blessé, qu'on a envie de continuer alors qu'on est blessé, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est pas moi qui est acharné. Ça dépend. Moi, je me suis fixé. Ouais. Moi, je me suis jamais fixé aucune limite. C'est les médecins qui me fixent des limites. Ou alors mon corps qui me fixe des limites. Mais moi, voilà, en tant que sportif de haut niveau,
forcément... Et vous écoutiez votre corps, non? Parce que dans le sport, certaines personnes n'écoutent pas forcément leur sport et continuent, malgré des douleurs, malgré des blessures, continuent de pratiquer. Après, c'est pas votre cas, vous. J'ai envie de placer ça sous le signe de l'éducation du sportif. Oui. On sait qu'on a un capital santé. En tout cas, ça, on me l'a assez répété, moi. On a un capital santé qu'il ne faut pas gaspiller. Donc, en réalité, la solution, quand on a une blessure, c'est de la soigner. C'est pas d'enchaîner infiltration sur infiltration, au point qu'on se retrouve, comme j'ai vu, il y a un footballeur très récemment, là, Rodriguez, je crois, Oui. qui a dû se faire amputer de la jambe parce qu'il y avait une blessure à la cheville qui avait été mal soignée et qu'il avait enchaîné les infiltrations. Nous, à l'INSEP, on est aussi préservés de ça. On a la chance d'avoir des professionnels de santé qui font attention à notre intégrité. Donc du coup, même quand il y a un certain problème, évidemment, on va faire des infiltrations pour calmer la douleur, mais pas plus que de raison, parce qu'on sait que derrière, on peut être amené à arrêter notre carrière. Donc on essaye de faire très attention à ça aussi dans le sport de haut niveau. Et puis après, mentalement, forcément, il y a des athlètes qui craquent. Au taekwondo même, il y a des athlètes qui ont dû arrêter leur carrière parce qu'ils n'étaient pas bien, parce qu'ils ne se sentaient pas bien dans l'univers du haut niveau, parce que ça ne leur correspondait pas aussi. Il y avait des athlètes qui étaient extrêmement forts quand ils étaient dans leur système d'entraînement et qui, une fois arrivés à l'INSEP, n'ont pas supporté ni le rythme de vie, ni la pression, ni les contraintes, parce que le sport de haut niveau, quand on est à l'INSEP, c'est beaucoup de contraintes. Quand on est en club, on s'entraîne quand on en a envie. Et à l'INSEP, on s'entraîne quand il le faut. Donc c'est des systèmes qui ne conviennent parfois pas à certains sportifs. Donc, Ça fait la transition avec ma prochaine question, mais avant cela, Inès, moi je vous pose la même question. Est-ce que justement les limites que vous êtes fixées par rapport à votre santé, en aviez-vous? Vous étiez très jeune à l'époque. Ouais. Alors moi personnellement, j'avais du mal à me fixer des limites, mais j'avais beaucoup de professionnels de santé, du coup surtout quand j'ai été blessée, qui m'ont fixé, c'est-à-dire que voilà, ils me disaient là tu t'arrêtes un mois. Il faut vraiment t'arrêter un mois. Donc ça, c'est pas évident, parce que moi, j'avais pas du tout envie de m'arrêter. Je disais, non, ça va, j'ai mal, ok, mais bon, on y va, on continue. Donc c'est dur de se fixer des limites dans ce sens-là, mais on est très bien accompagnés, et donc on fait les bons choix aussi grâce à cet accompagnement-là. Et au niveau nutritionnel, nous, on avait cette limite de danger qui pouvait souvent arriver, de pas tomber, que ce soit dans l'anorexie, dans la boulimie, dans toutes ces choses-là qui font partie des dangers de la nutrition, surtout dans les sports artistiques. Donc voilà, nous on essaie de se fixer des limites, surtout au niveau de la nutrition, de garder un bon rythme nutritionnel sans tomber dans l'excès ou sans tomber dans un retour qui peut être compliqué après, quoi. Allons sur le terrain avec vous deux et même avec vous cinq sur le terrain de la dépression, du burn-out. On a été rattrapé par l'actualité avec la numéro 1 de tennis mondial qui a pris sa carrière à l'âge de 25 ans. On pense aussi naturellement à d'autres sportifs comme Marion Bartoli. On pense aussi récemment au handballeur Valentin Porte qui s'est retiré également de l'équipe de France en raison de problèmes personnels. Parle-t-on suffisamment justement de burn-out, de dépression? On commence à avoir la parole se libérer dans le sport, dans le rugby également, avec Lionel Boxis il y a quelques semaines et sa femme. Est-ce qu'on parle de ces sujets? Est-ce que c'est bien pris en considération par les fédérations, par les institutions et également par le grand public? Parce qu'on le rappelle, on voit ces femmes et ces hommes qui brillent dans leur discipline. Et en revanche, on les voit fortes et fortes, mais on ne les voit pas derrière parce qu'il y a de la fragilité. Est-ce qu'on en parle assez? Est-ce que vous considérez qu'effectivement c'est un sujet qui est bien pris en considération? Inès? Franchement, moi, dans mon sport, on n'en parle pas énormément. Oui. C'est vrai que ça reste assez... on ne parle pas de dépression, on dit... voilà, j'ai vu beaucoup d'athlètes dans ma carrière, que ce soit dans mon sport ou même dans d'autres sports, arrêter parce que ça n'allait pas. Mais ce n'était pas non plus de la dépression. Donc moi, autour de moi, j'ai jamais connu ce cas de figure-là. Après, c'est vrai que c'est assez tabou, j'ai l'impression qu'on ne parle pas beaucoup de tout ça dans le monde du sport, dépression, tout ça, ça va pas. Alors qu'il faudrait, justement. Il faudrait, bien sûr. C'est humain, Gladys. Bien sûr. Tout à l'heure, on parlait de tout ce qui touchait à l'intime. Déjà, on ne s'en parle pas à soi-même. Déjà. D'accord. On s'en parle pas à soi-même. Ensuite, moi, dans mon sport... Pourquoi? Parce qu'on se voile la face? Parce qu'on se refuse? On se voile la face. On veut pas accepter. On veut pas perdre la face devant les gens. Ouais, c'est ça. On veut pas dire ce qu'on a. On veut pas nous-mêmes accepter le fait qu'on se sente mal au quotidien.
Puis après, on veut pas en parler. On veut pas en parler à ses camarades. Pourquoi? Parce qu'en plus, alors nous, on fait un sport de combat, art martial, pardon. On n'a pas envie de passer pour quelqu'un de faible. D'accord? On n'a pas envie. On va encore moins voir son entraîneur, qui parfois peut être le sélectionneur, pour lui dire ah là, tu vois, je me sens pas bien. Ça fait quelques jours que je dors pas bien la nuit. Non, on n'en parle pas. On n'en parle pas non plus, même parfois au médical, parce on a l'opportunité d'aller consulter les médecins. Il y a la porte de la psychologue, enfin des psychologues de l'INSEP qui sont tout le temps ouvertes, qu'on peut tout le temps solliciter, mais on n'ose pas en parler parce que c'est quelque chose qui nous gêne. On a peur que ce soit respecté. Tout à l'heure, je disais que l'INSEP, c'est un village. Ben, parfois, moi, il m'est arrivé d'entendre des choses qui concernaient des athlètes que j'aurais jamais dû entendre, parce que ça va extrêmement vite, les choses peuvent aller extrêmement vite et on n'a jamais envie de passer pour quelqu'un de faible. Donc en réalité, on n'en parle jamais à voix haute parce que nous-mêmes déjà, on s'en parle pas soi-même et on ne l'accepte pas. Une fois qu'on aura accepté, d'accord, qu'on a un problème, on sera capable de mettre des choses en place pour pouvoir se sortir de ces situations compliquées. Parce que souvent, on entend que telle personne ou telle personne a eu un burn-out, mais on l'entend 6 mois, 1 an après, en se disant « Tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Tu as des nouvelles de lui ou d'elle ?» Ouais, il a fait un burn-out, il a fait une dépression, il est parti. Donc en réalité, on n'en parle jamais, on constate. Et c'est un phénomène que vous constatiez qui était finalement pas si minoritaire que cela. On parlait de 35% des sportifs qui souffrent de troubles divers et variés. Est-ce que vous, dans votre carrière, vous avez vu de vos propres yeux des sportifs qui souffrent de ces troubles? C'est 35%, vous les aviez vus? Oui, bien sûr. Okay. Bien sûr, des amis proches même. Proches. Mais c'est difficile de leur venir en aide. C'est difficile. Ces gens-là, on essaye d'être là pour eux, mais parfois eux-mêmes n'ont pas forcément envie d'aller mieux. Ils se complaisent à rester dans leur mal-être. Et c'est une question qui est très touchy, très tabou. Justement, on va poser la question à Sophie, notre coach mental. C'est encore trop tabou? Vous rejoignez effectivement ce que nous dit parce que souvent, ils savent même pas pourquoi, ils savent même pas ce qui se passe, ils savent pas pourquoi ils sont dans cet état-là. Et puis, comme on était en train de dire, si on le dit, on va passer pour le kiki de la bande, quoi. Enfin, on est fragile, c'est pas bon. Pour le coup, moi, c'est mon job. Je vais gratter. Oui. Donc gratter, pas pour gêner, pas pour déranger, mais ni pour aller voir pourquoi c'est comme ça, mais par contre je vais aller voir comment on peut faire pour aller mieux. Voilà, comment on peut faire pour quelqu'un qui se sent fatigué. Alors qu'est-ce qui ferait que tu te sentirais mieux? Peut-être qu'il faut lever le pied, peut-être qu'il faut revoir l'alimentation, peut-être il y a peut-être plein de choses à faire. Mais en tout cas, moi, mon questionnement, ça va être ça. C'est comment on peut faire, comment tu peux faire, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce qui pourrait être fait pour toi et comment on peut avancer pour arriver à ce que tu veux toi. Voilà. Laurence et Véronique, pour compléter sur ce phénomène, est-ce tabou, le burn-out dans le milieu sportif, les troubles divers et variés? Peut-être aussi, on ira avec vous après Véronique. On commence peut-être par vous, Laurence, on ira avec vous, Véronique, sur les troubles alimentaires, mais avant cela, vous, Laurence, dites-nous. Alors, lorsque nous les accompagnons, nous faisons énormément d'entretiens et comme nous allons gratter au plus profond, on fait remonter. Il y a des choses qui remontent. Donc, effectivement, je dis pas assez souvent, mais quand même, sur un certain nombre de cas, les choses remontent. Et tel que le disait très bien Gladys, la difficulté, c'est d'une, l'accepter, de 2, de poser des mots, de 3, d'aller consulter. Chaque fois qu'il y a un mal-être, quel qu'il soit, nous sommes coachs de vie. Donc, nous ne sommes pas cliniciens, nous ne sommes pas psychiatres. Nous avons la chance à l'intérieur de l'INSEP d'avoir la cellule des psycliniciens. Donc, nous proposons aux sportifs d'aller consulter le psychlinicien. Et nous proposons aux sportifs d'en parler au psychlinicien. Si le ou la sportive ne le souhaite pas, ça s'appelle de l'éthique et de la déontologie, on ne peut pas aller contre. Par contre, de faire remonter, bien souvent, nous avons des techniques et parfois, il y a des petites choses qui leur permettent de passer le pas. Donc après, sur votre chiffre de 35%, je me hasarderai certainement pas à dire que c'est juste ou pas.
je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que le sport élitiste, le sport de très très haut niveau, ça met les personnes en déséquilibre. Ils ne sont pas déséquilibrés, ça les met en déséquilibre. Et donc, c'est toujours cette alchimie au quotidien et qu'ils doivent faire eux-mêmes pour pouvoir se retrouver en stabilité en permanence. Donc, on est toujours à la frontière. Donc, ça peut être très, très touchy, tel que le disaient Gladys et donc Inès, mais... Voilà, c'est 35%, c'est un athlète sur 3, ce qui est énorme. Si effectivement cela se vérifie, c'est une étude du CIO et des études scientifiques. Bon voilà, après c'est comme toutes les études. Ça me paraît énorme, mais après voilà, je vais certainement pas discuter des chiffres. Véronique, on parlait forcément de burn-out, les troubles qui se manifestent de façon très diverse et variée. Dans votre domaine à vous Oui, alors nous évidemment, comme l'a dit Laurent, c'est un lieu de rencontre, donc parfois eh bien, on oriente nous le sportif ou la sportive vers le psychologue ou la psychologue. Donc ça c'est si on sent, si on voit, si on perçoit quelque chose dans cette dimension-là, ça c'est une réalité. Et après on a nous évidemment des pathologies qui sont associées à la nutrition, qui sont les troubles des conduites alimentaires. On a les désordres. Alors les désordres alimentaires, il y a certaines disciplines qui génèrent des désordres alimentaires. Les sports à catégorie de poids en sont l'exemple, les sports esthétiques aussi. Mais ça, voilà, ça fait partie presque de la normalité, entre guillemets. Mais les troubles des conduites alimentaires, donc là, on rentre dans la pathologie. Et lorsqu'on rentre dans la pathologie, on doit gérer la pathologie dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on ne gère plus la performance, on gère la priorité, c'est la pathologie. C'est comme un organisme en pleine croissance. Nous, nos jeunes qui arrivent à 15 ans, au niveau de la nutrition, la première impératif, c'est de gérer la croissance. Et après, tout ce qui va être au-delà, c'est-à-dire avec la performance. Et donc, oui, effectivement, il y a des troubles des conduites alimentaires qui ne sont pas forcément générés par l'activité elle-même, mais l'activité ou l'environnement de l'activité peut être un élément déclencheur. Donc parfois, ça peut être la remarque assez basique d'un entraîneur ou de quelqu'un d'autre sur l'image du corps ou quoi que ce soit, qui peut déclencher en fait des troubles des conduites alimentaires. Et là, on a une prise en charge qui est pluridisciplinaire. D'accord, très bien. Avec oui, des donc spécialistes. plusieurs à effectivement agir sur les mots, les troubles. Oui. Parlons effectivement sur maintenant le terrain de la retraite, puisque on le disait avec vous, Laurence, il faut être capable d'anticiper ce projet. C'est à la fois un projet personnel, un projet professionnel. Après une carrière sportive bien remplie, il faut être capable de savoir ce qu'on fait, où on va. Vous nous disiez, Laurence, que la réussite dépendait de chacun, ça on l'a bien compris et on l'imagine bien. Quels sont les... Alors effectivement, je vous ai déjà posé cette question, mais les sportifs donc, sont-ils voués, et vous, est-ce que vous constatez que tous les sportifs que vous suivez continuent dans leur sport alors on a un exemple de Gladys qui a continué longtemps dans le taekwondo. Continue-t-il en tant que préparateur, entraîneur Alors ça, non. Non, c'est pas une logique particulière. Non, mais c'est ce qu'on s'imagine parfois quand on fait partie du grand public. Qu'on va rester dans sa fédération, Oui. qu'on va œuvrer pour sa fédération. Et c'est ça qui est important. D'accord. Et je veux dire, ils ne sont pas dans des silos, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils ont envie de faire. Donc Gladys, elle est passée par des études de journalisme, ensuite le professorat de sport. Donc elle retourne dans sa fédération. Mais il y a plein d'autres sportifs, ils ne sont pas forcément dans leur fédération. Après, avoir un rôle, parce que tel que les filles l'ont très très bien dit, elles appartiennent à une famille. C'est compliqué à un moment donné de se séparer de sa famille. On est pris au sérieux quand on est sportif de haut niveau par les employeurs. On se dit ouais, c'est bon, c'est un sportif. De plus en plus, fort heureusement. Ouais. Et justement, ça me permet de dire que a été mis en place en 2007 un livret qui s'appelle le livret de compétences du sportif de haut niveau. C'est-à-dire, c'était de matching des compétences intrinsèque du sportif de haut niveau, dans la particularité d'aller au bout de son effort, ne jamais lâcher prise, etc. Donc il y a toute une liste de compétences. Et là, ça a été remis au goût du jour et repris par le ministère des Sports et donc par notre ministre, puisque le sportif de haut niveau intéresse énormément les employeurs. Parce que ce sont des personnes extraordinaires dans leur manière de se comporter, dans leur manière d'agir, dans leur manière de penser. C'est-à-dire que ce sont des morts de faim tout le temps. La surcharge de travail, la capacité à affronter les difficultés, quand l'entreprise va mal et les blessures, donc du coup on est capable de surmonter, c'est cela. Donc c'est pour ça, mais pas forcément, ils sont pas forcément dans leur discipline. Et s'il vous plaît, donc le tabou d'un sportif de haut niveau, il fait des études dans le sport, non. Non, bien au contraire. Non. Et puis on parlait de difficultés, mais aussi la cohésion, parce que sportif de haut niveau aussi, ça peut aussi se résumer à cette capacité à être soudé avec, même dans des disciplines individuelles, Gladys. Oui, tout à fait. Vous confirmez, le taekwondo, c'est effectivement une personne, mais en même temps c'est une grande famille derrière.
les amis, c'est aussi, même si c'est des concurrents, c'est aussi des amis avant tout. Tout à fait, Ouais, tout à c'est ça, fait. parce que- Les partenaires deviennent des amis. Et puis, en ce qui me concerne, en tout cas, la plupart des amis que j'ai aujourd'hui, ce sont des gens que j'ai rencontrés à l'INSEP et que j'ai rencontrés pendant tout mon parcours d'athlète sportive. Donc, en réalité, on se crée une autre cellule qui est différente de celle de la famille. Et vous, après le taekwondo, vous n'avez pas perdu de temps, hein, parce que finalement, vous avez travaillé à la fédération de taekwondo, vous avez intégré le service de communication, puis après cela, vous avez décidé donc d'orienter votre carrière, vous le disiez, donc vers ce diplôme-là de professorat de sport. Vous êtes également membre de la commission de Paris 2024. En gros, vous êtes multicasquette, c'est ça? Vous êtes sur plusieurs fronts en même temps au niveau professionnel. J'essaie de faire ce qui me passionne un peu dans tous les domaines. Donc, effectivement, moi, tout à l'heure, on parlait de deuil. À titre personnel, je ne l'ai pas vécu comme ça parce que j'ai anticipé sur ma fin de carrière. J'ai vu tellement d'athlètes se prendre le mur un peu à la fin de leur carrière que moi, j'ai vraiment bien anticipé ça. Ce qui fait que tout de suite, après les Jeux de Rio, j'ai pu enchaîner sur un poste au sein du service communication de ma fédération, que j'ai tenu pendant 5 ans. Et puis voilà, aujourd'hui, maintenant, je travaille pour la fédération encore, mais je suis aussi agent d'État et je travaille pour le ministère des Sports. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime faire, que j'ai eu envie de faire. Et puis, parallèlement à ça, je suis engagé aussi au sein de la commission des athlètes des Jeux de Paris 2024. Je suis engagé au sein de la commission des athlètes du comité olympique français. Et puis au sein de la commission des athlètes européens, le sport, c'est quelque chose qui me fait vivre, qui me permet de... Vous êtes dans l'accompagnement, c'est cela. D'accompagner, le ministère des Sports, c'est que vous êtes dans l'accompagnement des athlètes de haut niveau, au fait que finalement font Sophie, Laurence et Véronique, c'est ça. Plus ou moins, dans les projets en tout cas, mais dans un autre domaine, tout à fait. Dans un autre domaine, très bien. On va continuer avec vous, Inès, puisque vous aussi, votre carrière continue avec ces projets d'études. Vous allez intégrer bientôt, si je ne m'abuse, un master en management. Vous êtes actuellement en stage, hein, c'est cela, puis donc vous prévoyez effectivement vous préparer la suite. Oui, c'est ça. Moi, je suis en reconversion toute fraîche, donc j'ai pas tous les casquettes de Gladys. Mais voyez, donc moi, je termine ma licence en éco-gestion, vu qu'en tant que sportif, on a la possibilité de dédoubler nos années de licence. Donc, ça va faire 6 ans que je fais une licence qui normalement dure 3 ans. Mais du coup, voilà, donc je termine de valider ça. En parallèle, je suis en stage aussi. Et je compte bien faire je suis en stage chez L'Oréal donc grâce à Laurence. Ouais. On a réussi à avoir ce partenariat avec cette grande entreprise, donc on a profité pour faire un stage là-bas. Et sinon, dans l'avenir, faire un master en management et continuer un petit peu dans cette dynamique. Et alors, sport ou pas sport alors? Dans le sport ou pas dans le sport? Vous imaginez comment votre carrière, la suite? Alors moi, je sais pas trop. Je me cherche encore pas mal. J'aimerais bien aller voir ce qui se passe aussi dans le non-sport et voir aussi ce qui peut se passer dans le sport. Donc je suis assez ouverte à tout ça, mais je verrai bien où est-ce que le vent me mène. Véronique, Sophie, après une carrière de haut niveau, comment on gère justement l'après? Est-ce que les sportifs de haut niveau ont tendance à basculer dans l'extrême, la fin de l'hygiène de vie, on arrête le sport? Est-ce que c'est un phénomène que vous constatez auprès de celles et ceux que vous accompagnez? Allez-y, Sophie, comme vous voulez. Alors, moi, je ne vais pas avoir beaucoup de biscuits là-dessus parce que je n'ai pas accompagné jusqu'en fin de... Non, je pense qu'il n'y a pas un profil identique. Il y a plusieurs profils. Donc, il y a des sportifs qui changent, qui s'amusent beaucoup, ils profitent du temps, etc. Donc, moi, j'ai le souvenir, personnellement, c'est d'avoir un repère avec le temps. On a l'impression d'être sur 2 rails. Et puis, à un moment donné, on change. C'est pas qu'on change de voie, c'est qu'on n'est plus du tout sur les voies. Et donc, on prend le temps de vivre. Donc, c'est plutôt cette notion-là de prendre un peu le temps de vivre. Et puis, il y en a d'autres qui vont être boulimiques d'activité parce qu'en fait, c'est tellement un vide lorsqu'on arrête la compétition qu'on a l'impression de perdre son temps aussi. Donc, et là, on prend plein d'activités accessoires et parallèles. Donc, je pense qu'il y a plein de profils. Je ne sais pas si, Laurence, tu veux ajouter... Ah oui, il y a énormément de profils. Oui. Mais donc je reboucle par rapport à ce que je disais au tout début. Ils sont tous dans la vie quand même. Ils ont cette particularité, c'est-à-dire que nous, à notre époque, on était un peu plus cloisonnés.
Mais là, les sportifs de haut niveau, à l'heure actuelle, ils sont dans la vie. Et ce sont des communicants, ce sont des personnes qui sont très, très en avance, qui sont au courant de plein de choses, donc ils sont dans la vie. Donc, on bascule pas dans l'extrême et dans l'excès, parce que c'est vrai que parfois on a eu des exemples, on ne dira pas les noms, mais en tout cas voilà, des personnes qui basculent, mais c'est pas, c'est un micro-phénomène et c'est pas une majorité de personnes, effectivement. Dernière question, après nos échanges, et pour faire peut-être un petit peu la synthèse de tout ce qu'on s'est dit, pour celles et ceux qui nous suivent ici et pour les autres qui nous suivront sur les réseaux sociaux, le message que vous voulez faire passer effectivement sur le sport de haut niveau, sur tous les sujets qu'on a balayés, peut-être Gladys pour commencer, allez-y, lourde tâche, le message que vous souhaitez faire passer au grand public, celles et ceux qui brillent, qui vibrent effectivement au rythme des performances des sportifs de haut niveau. C'est pas facile, on l'a compris. Est-ce que vous avez peut-être dernier mot à nous dire là-dessus? J'ai envie de dire que le sport de haut niveau est une formidable école de la vie, qu'on y apprend énormément de choses, on y trouve des embûches dont il faut essayer de se débarrasser. Il y a des obstacles sur le chemin, rien n'est facile, on ne va jamais rien nous donner, il va falloir aller chercher ce qu'on veut. Donc le sport permet de se créer des objectifs. Et l'accompagnement dont on bénéficie quand on fait du sport permet justement de tout mettre en œuvre pour aller atteindre les objectifs qu'on se fixe. Donc moi, je trouve que le sport est beau comme ça, parce qu'il nous permet il permet de se révéler, la personnalité qu'on a. Aussi. Le sport de haut niveau, un diplôme extraordinaire pour reprendre peut-être les mots de Laurence. On continue avec Sophie, le message que vous pouvez faire passer à celles et ceux qui nous écoutent, qui nous suivent sur la synthèse un petit peu de tous les échanges qu'on a eu, le sport, la santé et les objectifs. Alors la synthèse, c'est exactement ce que vient de dire, évidemment tout est dit, mais pour ma part en tant que préparateur mental, c'est d'accompagner au mieux ces sportifs de haut niveau à vivre du mieux possible leurs émotions, parce que faut pas croire, nous on voit toujours dans les médias, on voit ce qui est bien, ce qui est beau, mais il y a tout le derrière. On n'en voit que 3%, enfin j'en sais rien, j'exagère, mais en tout cas il y a tout le derrière où il faut faire face aux peurs, il faut faire face aux angoisses, il faut faire face aux difficultés, et là c'est là où il faut être fort, et c'est là où j'ai envie de dire que le mental prône, puisque c'est là où il faut être fort, et c'est là où il faut savoir s'entourer, se faire accompagner de toutes les personnes compétentes pour devenir le meilleur, comme les athlètes qu'on a autour de nous aujourd'hui. Merci Sophie. Inès? Moi, je vais reprendre exactement ce qu'a dit Gladys. Elle a tout dit. Vous avez paraphrasé Gladys. Non, mais le sport, c'est une merveilleuse école de la vie. Ça nous apprend très jeune beaucoup de valeurs, beaucoup sur soi, beaucoup d'aller chercher cette performance au quotidien. Et c'est une vie en accéléré, c'est ça, quand vous dites ça, c'est vrai. Et c'est pas donné à tout le monde. Donc vraiment, je pense qu'il faut aller chercher quand on est sportif, même tout petit, quand on commence le sport. Souvent, on a peur d'aller dans le haut niveau parce qu'on a peur de tous ces aspects-là aussi qu'on ne voit pas forcément, mais des fois, on a un peu peur de tomber que ça soit très dur au niveau côté du côté paillettes, mais il faut y aller et c'est merveilleux. On a la chance d'avoir vécu, c'est incroyable. On ne pourrait même pas mettre de mots dessus, je pense vraiment. Ça restera toute votre vie dans votre tête, bien sûr, dans votre histoire. Voilà. Laurence? Je ne vais pas reprendre les propos de Gladys et d'Inès, mais c'est vraiment bien ce qu'elle a dit quand même. Vraiment très bien. Mais côté accompagnement, puisque j'ai pu avoir la chance d'avoir les deux casquettes, c'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que c'est un booster, c'est un accélérateur au niveau de ma profession. C'est un accélérateur de compréhension des émotions et ça nous oblige à être... n'y voyez aucune prétention, mais ça nous oblige à être bons, quoi. Ça nous oblige à aller chercher ce qu'il y a de meilleur, parce qu'ils sont tellement extraordinaires que si nous, on est médiocre, c'est pas possible, et donc on ne sert à rien. Donc, merci. Et oui, vous avez des pépites entre les mains qu'il faut faire briller en permanence, et ce, à tous les niveaux et toutes les étapes de la vie. Véronique, pour terminer, tout a été dit, vous pouvez encore paraphraser si vous voulez vos camarades. Non, mais je voulais dire que c'est une très belle expérience, et pour résumer un peu ce que vous avez dit, chargé d'émotions extrêmes aussi, et peut-être pour ajouter une petite touche,
c'est d'indiquer que peut-être qu'on pourrait exploiter encore plus le plaisir. C'est-à-dire que nous, on a vécu, notre génération, on était un peu plus dans le sacrifice, où ça faisait partie un peu des choses qu'on acceptait d'ailleurs, parfois avec plaisir aussi. Mais que maintenant, en fait, je pense que même au niveau des entraînements, au niveau des entraîneurs, au niveau de la formation, donc on devrait utiliser beaucoup plus cette notion de plaisir de s'entraîner, plaisir d'apprendre et plaisir de vivre ces événements en fait de sportifs de haut niveau. Et le plaisir de vous écouter à tous les 5. Merci infiniment de votre participation. Merci à vous Laurence Blandel, merci également à vous Inès Guillermou, merci à vous Véronique Rousseau, merci également à vous Sophie Davier et merci également à vous Gladys Epang. Merci à vous d'avoir assisté à cette table ronde. Je vous donne rendez-vous dans 45 minutes pour la prochaine table ronde qui justement traitera de la qualité de la performance, de la quête de la performance et l'humain et dans le sport de haut niveau. Nous recevrons des experts et bien sûr des champions qui à partir de 16h30 seront ici pour échanger avec vous. On poursuit bien sûr nos échanges avec vous dans quelques instants avec celles et ceux qui sont ici dans le public. À tout à l'heure.